Bonjour. Alors, j'imagine que vous en êtes aperçu en regardant ce schéma, hein, qui commence à devenir malheureusement assez évident. On parle des faillites des entreprises et c'est le dernier chiffre qui vient de tomber. Donc, c'est en décembre 2024. On voit qu'on est à 65 764 faillites d'entreprises sur un an en France. Alors, ce qui est impressionnant quand même, c'est que ça n'était jamais arrivé, hein, depuis les dernières crises, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans maintenant, hein. 30 ans, c'est ici, c'est en 80. Ah, maintenant on a changé d'année, donc c'est en 1995, voilà. Donc il faut remonter à plus de 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu des dégâts qui ont été commis et causés à l'économie française. Enfin, c'est vraiment une catastrophe sans nom. On a vraiment un nombre de défaillances d'entreprises qui est proprement hallucinant. Je veux dire, c'est juste fou. C'est des défaillances d'entreprises sur un an, hein. Donc ça veut dire, voilà, euh, on peut dire que en 2024, on a eu 65 764 faillites d'entreprises. Et on va voir que quand on fait le détail des chiffres, quand on rentre dans le détail, on est vraiment, enfin, la France est vraiment dans une très très mauvaise situation. On voit que la courbe, mine de rien, elle continue à monter, hein, et on va voir pourquoi. Donc voilà, enfin je veux dire, sur le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. On est dans une dynamique de croissance, on va dire, des faillites, hein. On voit que c'est comme ça s'est passé lors de la crise des subprimes, comme ça s'est passé lors de la grande crise des années 90, ici. On est un peu dans le même, on est un peu dans le même style de problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perturbés par ça. C'est que, d'ailleurs, je vais montrer le truc. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont perturbés par un point. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas beaucoup de chômeurs, etc. Enfin, pas nécessairement, ça dépend où ils sont. Mais en fait, l'économie marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous ne voyez pas encore les chômeurs. C'est surtout ça le problème. Mais le problème, c'est que les chômeurs, malheureusement, ça va arriver. Je vais vous montrer des chiffres du chômage et on va faire une comparaison. Vous avez les chiffres du chômage. Alors, ça va jusqu'en 2021, mais c'est pas très grave, hein, puisque de toute façon, ce qu'on veut observer, c'est les augmentations, puisque j'ai parlé. Donc, alors, je suis désolé, hein, c'est en tout petit. C'est des petites pattes de mouche. Donc, on voit que la première crise, en fait, on a dit c'est 1991. Donc vous pouvez trouver ça sur Wikipédia, en fait, hein. C'est une courbe qui date de Wikipédia. Donc si vous voulez, voilà. Ici, on voit 91. Bon, je vous le fais en gros, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc notez bien, 91. Et puis ensuite, là, vous avez un sommet. Et puis, on va dire que le chômage dure pas mal, hein. Et il dure comme ça jusqu'en 95. Mais oui, le dur, en fait, ça, 94, vous voyez. Vous avez une montée, en fait, sur 3 ans. Ok. Si vous regardez maintenant la crise des subprimes, donc là, c'est pareil, c'est écrit en tout petit, voilà. C'est à peu près 2009. Donc vous voyez, le chômage là, il est à un plus bas, en fait, au moment de la crise de 2009, hein. Et encore, là, c'est passé, hein, si vous voulez, la crise, la partie aiguë de la crise vient de se terminer à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous voyez une montée du chômage comme ça pendant, alors jusqu'en 2015. Donc vous avez à peu près, voilà, 4 ans. Alors vous avez peut-être à peu près 3 ans, je ne sais pas ici. Oui, une année assez dure. Et puis bah, derrière, vous avez voilà, 3-4 ans de montée continuelle du chômage. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Donc si on regarde maintenant à propos des défaillances d'entreprise, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit, si vous voulez, que voilà, 2008. 2008, c'est le début de la crise. On a une montée comme ça des défaillances d'entreprise qui se fait sur une année, et puis après, ça se tasse. Bah, si vous voulez, la, la mise au chômage des gens, enfin le chômage en tant que tel, est décalé de à peu près une année. C'est normal, hein. Vous avez les plans sociaux,
vous avez les aides, etc. Vous avez tout ça qui, quelque part, amortit un peu les chiffres du chômage. Et ensuite, vous avez une montée qui va se poursuivre comme ça du chômage jusqu'en 2015. Donc voilà, ça va être terrible comme ça pendant 5 ans. Si vous regardez ici 2000, 1000, pardon, 1991, en fait, là pareil, c'est le départ, hein, c'est là où c'est le pire, et vous avez en fait où vous avez le plus bas du chômage, hein, et puis après vous avez une montée, et puis voilà, pendant 3 ans, vous avez la mise au chômage en fait de pas mal de gens. Donc si vous voulez, l'histoire du chômage, en fait, de la remontée, elle fait que commencer, et elle va probablement durer pendant encore 3 ans. Donc c'est pour ça que vous en voyez pas encore les signes, parce que si vous voulez, pour l'instant, il y a que la remontée ici qui a été quand même très brutale, hein. Mine de rien, quoique ça fait quand même 3 ans que ça remonte. Alors on va me dire oui, mais c'est un rattrapage. On va voir pourquoi c'est pas un rattrapage. Mais on va me dire oui, mais c'est un rattrapage parce qu'on est descendu très bas à un moment donné. Ouais, sauf que l'économie, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, l'économie, c'est très psychologique. Et en fait, les gens, quand ils s'aperçoivent que ça monte, ils s'en fichent que c'est descendu au plus bas jamais atteint. Ce qu'ils voient, eux, c'est que ça monte et qu'il y a de plus en plus de faillites d'entreprises. Alors que là, finalement, la courbe, elle avait été assez sévère, mais quand même moins élevée, quoi. De même, il y a à peu près ici. Donc maintenant, si on regarde ce, cette courbe-là, parce qu'en fait, les gens qui disent ça compense les boîtes qui n'ont pas fait faillite pendant le Covid, en fait, c'est ce graphique-là qu'il faut regarder. Ben, on voit bien que c'est extrêmement faux. Là, c'est les entreprises qui n'ont pas fait faillite pendant le Covid, hein, puisque on a la barre du zéro ici, et puis là, on est en moins quelque chose. Donc on peut penser qu'effectivement, là, il y a eu moins d'entreprises qui ont fait faillite qu'il y aurait pu y avoir. Seulement, si on regarde un peu la surface qu'il y a ici, là, sous la courbe, et ce qu'il y a là, on a à peu près un carré et demi. Si on regarde ici, on a un carré en gros, hein, et là, on a 2 carrés, en gros. Et sans compter ce qu'il va y avoir derrière, peut-être 2 carrés et demi, hein, en termes de surface, hein, juste en termes de surface. Après, on peut voir les chiffres en détail, mais ça donne une assez bonne idée. Donc si vous voulez, la différence qu'il y a entre 2 carrés et demi ici et un carré et demi, bah, ça fait un carré. Et donc ça fait un carré de faillite d'entreprise, entre guillemets, en plus. Donc ça nous ramène sur des choses très connues de crise des subprimes, ou de crise des années 90. C'est les mêmes ordres de grandeur en fait, si on veut absolument éliminer la partie pandémie. Et encore, la courbe, elle n'est pas encore arrivée à zéro, hein. Pour on ait une idée définitive du rattrapage, il faut encore que la courbe ici, elle arrive à zéro. Alors, elle va arriver à zéro ici, ici ou là. Ça change tout parce que ça change la surface, donc le nombre d'entreprises. Donc il est très probable en fait qu'on s'achemine vers un, comme ça, des taux qui n'avaient jamais été atteints auparavant. Jamais atteints. Donc on voit bien en fait dans quel état les Mozart de la finance ont mis l'économie, hein, et c'est pas terminé. On voit d'ailleurs, bon, 2024, où là il y a eu les chiffres les plus élevés, hein. 2024, c'est les chiffres les plus élevés de faillite d'entreprise qu'il y avait eu auparavant. Euh, et puis on voit par typologie d'entreprise. Donc on peut regarder ça et vous allez voir quelque chose de particulièrement inquiétant, hein. Alors je vais laisser le total et puis je vais mettre les micros et indéterminés. Voilà. Donc là, on a à peu près ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça, micro et indéterminé, c'est les auto-entrepreneurs, etc. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose pour moi qui est très significatif. Après, bon, changer le total, finalement, ça sert pas à grand-chose. Les TPE. Alors, les TPE, il y a eu un calcul particulier qui a été fait. Donc, en fait, ça, c'est annulé, ça. En fait, il y a une continuation, en fait, vous voyez. Ce qui monte ici, en fait, c'est la poursuite de tout simplement de la courbe qui devrait monter ici jusqu'à un niveau de 1.
de 0,9. Voilà, 0,9. Normalement, ça devrait être 0,9. Il y a une explication ici sur le sujet, hein, c'est pas du tout caché ni quoi que ce soit. Donc voilà, ça monte ici à 0,9. Donc on voit que malgré tout, c'est vraiment le tissu de la France qui est vraiment dans un état catastrophique, hein. Les petites entreprises, c'est pareil. On voit qu'on est à des niveaux alors qui avaient été atteints, mais là on était dans la crise des subprimes, hein. Il n'y a même pas la crise des années 90, mais on voit bien aussi qu'on est à des niveaux qui sont extrêmement élevés. Donc les petites entreprises, TPE, etc. souffrent énormément. Les moyennes d'entreprise, ça va un peu mieux. Mais surtout, ce qui est le plus inquiétant, c'est ce chiffre-là. Alors, ça paraît pas très significatif comme ça, mais il faut bien voir une chose, c'est que les ETI et les grandes entreprises, en fait, elles sont sur une courbe là qui n'arrête pas de monter, en fait. Alors, même si ça n'atteint pas des, des niveaux importants, moi, je trouve que c'est vraiment inquiétant de voir comme ça les ETI, donc les entreprises qui ont je crois que c'est plus de 5000 salariés, il me semble, ou moins de 5000 salariés. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment des entreprises qui exportent, etc., qui ont beaucoup d'importance pour la France. Il n'y en a pas assez, malheureusement. Et donc, cette courbe-là, elle est montante. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très inquiétant. Parce que si ça continue comme ça, là, quand il y a une entreprise comme ça qui met la clé sous la porte, c'est des milliers de gens au chômage, quoi. Donc c'est très très inquiétant. On va le voir hein, d'ailleurs là-dessus en fait. Si on regarde par exemple les défaillances d'entreprises par taille, on voit, euh, on voit les ETI grandes entreprises. Ici, si on voit novembre 2024, on a 63. Et si on voit décembre 2024 provisoire, 65. Alors vous allez me dire, oui, ça fait que 2 de plus. Oui, mais seulement 2 de plus, c'est malgré tout quelques milliers de personnes qui sont concernées dans ces entreprises. Ça veut dire que vous avez des milliers de personnes qui sont concernées. Donc, si vous voulez, même, un, même une entreprise en plus, en fait, c'est vraiment extrêmement dramatique. On peut voir, on peut voir aussi bah, les moyennes entreprises, hein, 496, 505. Les petites entreprises, les très petites entreprises, alors elles sont peut-être moins significatives hein, pour le tissu économique, enfin je veux dire, l'augmentation est moins significative. Ça fait 12 entreprises. Mais bon, voilà, c'est ensuite, bon, les micro-entreprises de taille indéterminée, ça je regarde pas trop. Mais voyez un peu le bilan. Alors ensuite, on peut voir les secteurs. Donc de novembre à décembre, l'agriculture, ça va. L'industrie, ça va pas. La construction, ça va pas, mais ça, c'est pas surprenant. Le commerce, réparation automobile, ça va pas. Donc, je sais pas, les soldes ont pas dû être fantastiques cette année, j'imagine. Le transport et l'entreposage, ça va pas. Hébergement, restauration, ça va pas. Communication et information, ça va pas. Bien, activité financière d'assurance, ça va pas. Activité immobilière, ça va un peu mieux, j'avais cru. Oui, oui, c'est ça. Activité immobilière, ça va un peu mieux. Conseil et services aux entreprises, ça va pas. Enseignement et santé, ça va mieux. Voilà, donc voilà un peu. Enfin, l'état de l'économie française est vraiment dans un état abominable, quoi. Donc le problème, si vous voulez, de toute cette histoire, c'est que ce que ça dit en fait de l'histoire, hein, on va considérer avant de commenter d'ailleurs tout simplement, voilà, vous avez création d'entreprise, parce qu'ils en avaient peut-être marre de voir des gens qui commentent le nombre de défaillances, donc ils se sont dit on va quand même rajouter la création d'entreprise sur le site de l'INSEE. Déjà, on voit la logique quand même des institutions quand même. Il y a un site, une institution qui s'occupe des faillites et une autre qui s'occupe de la création d'entreprises. Voilà, c'est bon, pas une entreprise en France.
Création mensuelle d'entreprise. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on voit l'ensemble des créations que j'enlève et on voit création classique d'entreprise. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, c'est tombé en septembre et ça s'est pas beaucoup relevé en octobre. Voilà, donc c'est pas terrible. Ça roule pas du tout. En fait, c'est une catastrophe. Alors maintenant, si vous mettez l'ensemble des créations, on voit que ça remonte, mais c'est tout simplement les gens qui ont été mis au chômage, qui ont créé une auto-entreprise. C'est tout. C'est pas, c'est pas le fait que ça se porte bien. D'ailleurs, on voit bien que la tendance, elle est vraiment plus à la baisse qu'à la hausse quand même, hein. Donc, voilà, c'est quand même assez terrible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le sujet? Création d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises. Donc le soutien, il y a un petit remonté là. Le commerce aussi. Bon. La construction, ça arrête pas de se casser la figure, hein, ça. Malheureusement, c'est terrible, hein. Transport et entreposage. Transport et entreposage, il y a beaucoup de création d'entreprises dans ce secteur-là, où ce sont des indépendants, des freelances, des auto-entrepreneurs. Donc franchement, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment très significatif. On voit d'ailleurs les grands pics là, qui correspondent en fait à des créations plutôt d'auto-entrepreneurs que vraiment de réelles entreprises, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Voilà un peu le. Donc qu'est-ce que ça dit de la situation de la France, ce truc-là? Eh bien, vous avez des gens actuellement qui sont au Parlement, qui sont en train de discuter de la manière dont ils vont récolter l'argent des impôts, comment ils vont se le distribuer, etc. Et en fait, ce que montre cette courbe, c'est que il va y avoir de moins en moins d'impôts à prélever parce qu'il va y avoir de moins en moins de richesses créées. Donc, le problème, euh, il y a une solution, hein, je veux dire, il y a une solution, c'est de libérer les créations d'entreprises, faire en sorte pour que les gens gagnent beaucoup d'argent, deviennent riches et payent beaucoup d'impôts à l'État. Le problème, c'est que pour ça, il faudrait simplifier un peu les procédures, euh, voilà, faire ce genre de truc, et il faudrait surtout que les gens qui dirigent eh bien, acceptent finalement de lâcher du pouvoir pour pouvoir permettre ça. Or, ça, c'est absolument pas possible. Donc, il n'y a pas vraiment de solution. Alors maintenant, il y a bien des gens qui créent des entreprises en France, hein, mais je veux dire, voilà, si vous n'avez pas des relations, si vous n'êtes pas sorti des bonnes écoles, voilà, si vous. Alors, il y a toujours des gens qui sont des exceptions, hein, qui sont pas nécessairement des bonnes relations, mais je veux dire, quelque part, il en faut, quoi. Je veux dire, voilà. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques années, euh, on va dire, la situation se rappelle un peu à eux, et à ce moment-là, ils sont obligés de lâcher le morceau. Je veux dire, d'entrepreneurs, en particulier dans le domaine de la tech, qui ont créé en France et qui finalement étaient obligés de partir à l'étranger parce qu'ils n'avaient pas des relations, et auxquels on a pris enfin, ils ont été obligés de revendre, mais bon, faut pas être dupe. On a pris leur création, quoi. Donc voilà un peu le problème. Euh, et voilà où ça en est. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le sujet? En prenant un peu de hauteur, c'est vrai qu'on avait vu. C'est vrai qu'il y a le fait que Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, ça peut éventuellement changer des choses au niveau de l'économie, mais on ne peut pas savoir trop vraiment dans quel sens. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'entreprendre en ce moment, c'est carrément quelque chose de très dangereux. Vous avez à la fois des problèmes à l'intérieur où on voit bien que la situation politique, elle se stabilisera pas avant 2027, hein, date des élections présidentielles. Donc ça fait encore 2 ans et demi d'incertitude politique, de débat, ça va être à droite, non, ça va être à gauche, non, ça va être à droite, non, ça va être à gauche. Donc il y a aucune clarté, il n'y a aucune lecture possible.
Il y a donc cette problématique de Trump qui promet de mettre des tarifs douaniers. Donc, comme il y a beaucoup d'exportations de l'Europe vers les États-Unis, ça risque d'impacter énormément le business en Europe, il ne faut pas se le cacher. C'est un très gros problème. Alors, est-ce que le fait que les États-Unis et l'Europe sont alliés, en particulier avec l'Ukraine, et j'imagine que dans leur, comment dire, dans la situation d'opposition, de quasi-guerre froide avec la Chine, les États-Unis auront peut-être besoin, pour le coup, d'alliés européens. Donc peut-être qu'ils ménageront un peu l'Europe. Je pense que c'est un peu ce qu'on peut espérer. Voilà. Pour le reste, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de nouvelles, disons, décisives. C'est pas le problème de savoir si elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, mais c'est le point, c'est de savoir est-ce que c'est quelque chose de clair pour l'avenir. Et moi, je pense, au regard des chiffres et de tout ce qu'on voit là, en fait, il n'y a rien qui est vraiment très clair. On ne sait pas si ça va pas trop mal se passer ou si ça va très mal se passer. On voit qu'il y a des signes. J'en ai pas parlé, je vais peut-être en retoucher un mot, hein. Alors, donc voilà, c'était sur les défaillances d'entreprise, hein. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. Sur, j'y tiens, le 10 ans moins 2 ans américain, hein, on s'aperçoit en fait que là, on commence quand même à avoir quelque chose qui ressemble à une remontée assez forte en fait, hein, qui commence à ressembler à ça. Donc, si vous voulez, à mon avis, je pense que il peut y avoir une récession et à ce moment-là, on peut prendre, vous voyez, vous avez ici un pic à 0,02 points. C'était le 5 décembre 2024. Aujourd'hui, on est le 20 janvier 2025. Donc finalement, on voit on voit une remontée quand même relativement rapide de l'indicateur et je pense que on peut considérer ça comme le top départ du fameux délai entre ce moment-là, en fait, et le moment où il peut y avoir une récession aux États-Unis. Ça veut dire donc probablement pas avant fin février, hein, probablement pas avant fin février, et puis après, voilà, ça peut aller jusqu'à fin 2025, c'est pas très clair. euh, ça dépend. On a vu par le passé que c'était assez, ça pouvait être assez large. Donc là, on peut imaginer voilà, qu'il y a à peu près encore donc de fin février à fin décembre. Donc autant vous dire que si jamais les risques de récession aux États-Unis se concrétisaient, là pour le coup, euh, il n'y aurait pas photo, quoi. Je veux dire, la situation est déjà pas bonne, mais à l'époque, quand il y avait des problèmes aux États-Unis, d'ailleurs, on voit qu'il y avait une remontée entre les années 2000 hein, et puis l'année 2007-2008. On voit qu'il y avait quand même eu une montée du nombre de faillites, hein. On n'était pas à 60, on n'était pas à 65 000, mais on était quand même à 52 000, hein, voilà. Et à ce moment-là, il y a la crise qui arrive. Donc, si sur un nombre de faillites comme ça, hein, à ce rythme-là, venait à arriver ici dans l'année qui vient, en fait, hein, en 2005, s'il venait à arriver une crise économique majeure parce que portée par les États-Unis, alors peut-être que là, ça serait pas très drôle. Peut-être que là, il y aurait vraiment un très très gros problème. Donc c'est pour ça que c'est difficile à dire, si vous voulez. C'est pour ça que le problème des crises, c'est que on peut voir tous les indicateurs qui passent au rouge. Euh, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est assez trompeur avec la crise, moi je me rappelle très bien dans les années 2007-2008, hein, c'est à cette époque-là j'avais découvert le bouquin de Loïc Abadi qui m'avait vraiment ouvert les yeux et qui était vraiment très intéressant. Et son site, ouais, ça s'appelait Tropical Bear à l'époque, c'est ça, ouais. Il y avait un site qui s'appelait Tropical Bear.
Et donc il avait, en fait, il avait prévu la crise et il montrait tous les éléments rationnels qui se sont vérifiés par la suite, comme quoi il allait y avoir la crise. Et effectivement, comme il l'avait dit, comme il l'avait montré, eh ben, il y a eu la crise. Effectivement, ça s'est bien produit comme il l'avait expliqué. Sauf que, le problème, c'est que le timing, c'était pas super clair. Ça, c'est un premier point. Euh, Deuxièmement, les conséquences qu'il avait évoquées ne se sont pas produites. C'est-à-dire, il avait prévu la crise, mais après, les conséquences ne se sont pas produites. Mais quelque part, c'est pas de sa faute. C'est parce que à l'époque, il y avait personne qui avait envisagé que tout d'un coup, le gouvernement américain allait commencer à lâcher des caisses de milliards par-dessus le bord, comme ça, pour pouvoir remonter. Ça, personne ne l'avait envisagé. Et voilà, et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et ça a effectivement évité une crise extrêmement grave. Donc, et donc, où je voulais en venir, c'est que la vision de la crise, c'est quelque chose qui est extrêmement... La vision de l'économie, c'est quelque chose qui est extrêmement trompeur. C'est pour ça que j'aime bien me référer aussi à des signes microéconomiques. Comment se porte tel ou tel commerce, comment se porte tel ou tel secteur, etc. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose que vous voyez, la crise. Je veux dire, vous êtes dans une ville, je sais pas, hein, peut-être de moyenne importance, les choses se passent pas trop mal, il y a la sécurité qui se dégrade, mais vous pensez que c'est à cause de l'immigration parce que, bah voilà, ça veut pas dire que c'est pas ça veut pas dire que le problème n'est pas lié à l'immigration, mais ça veut dire que en fait, vous voyez tout simplement la pauvreté qui augmente. Et vous voyez tout simplement des gens qui n'arrivent pas à trouver du boulot alors que normalement ils devraient trouver du boulot. En fait, c'est ça l'engrenage. Mais les choses continuent comme ça à progresser, à devenir de plus en plus négatives. Vous voyez des trucs, vous voyez peut-être un commerce qui ferme, euh, mais vous faites pas vraiment le lien avec la crise. Je veux dire, vous allez dans un grand magasin, le grand magasin, bah, il y a plein de monde. Vous allez, vous prenez votre voiture, vous allez sur la route, bah, pareil, il y a plein de monde, il y a du monde. Donc, il n'y a pas de crise à proprement parler pour vous. Et puis tout d'un coup, comme dans toutes les crises, il y a un truc qui lâche. C'est-à-dire que la crise, c'est c'est en fait un atterrissage, un soft landing qui se passe mal. C'est-à-dire que vous avez un atterrissage qui est prévu pour être un atterrissage en douceur, c'est-à-dire que l'économie se dégrade petit à petit, mais il n'y a pas un gros choc. Mais seulement, il y a un, il y a un truc qui se passe, c'est qu'on ne peut pas contrôler tous les acteurs privés et tous les acteurs de global. Ça peut être les cryptos, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être n'importe quoi. Il y a eu une spéculation sur un endroit, c'était mal, la crise révèle le problème et tout d'un coup, il y a un grand pan de l'économie qui lâche. Je sais pas si vous avez vu les images de falaises ou comment se créent les icebergs en fait. Hein, vous avez tout d'un coup tout un des kilomètres cubes de glace qui se détachent du pôle Nord, enfin du Groenland, enfin du coin que veut envahir Trump là. Et tout d'un coup, voilà, ça arrive dans la mer, c'est monstrueux, c'est massif. Bah là, c'est exactement ce qui s'est passé avec Lehman Brothers. Hein. Et c'est toujours comme ça à chaque crise. Il y a toujours un truc emblématique qui se passe qui fait que tout d'un coup, les gens ont peur. Et là, du jour au lendemain, vous voyez beaucoup moins de voitures. Vous allez dans les grands magasins, il n'y a plus personne. Enfin, voilà, c'est comme ça. Vous allez chez des commerçants, ils font la tête parce qu'il y a beaucoup moins de clients. Il y a beaucoup moins de passages dans les rues, parce qu'évidemment, les gens ont plus beaucoup d'argent à dépenser. Enfin, je veux dire, et ça se passe comme ça, quoi. C'est à ça qu'on reconnaît la crise. Mais en fait, la crise a eu lieu pendant des années avant. Et c'est ce qui se passe typiquement. C'est pour ça que j'ai nommé la crise, la chaîne Crise 2024. Parce que, en fait, la crise, elle date vraiment de début 2022, quand on a commencé, enfin, quand ils ont commencé ici, d'ailleurs, ça se voit très clairement. Hein.
quand ils ont commencé ici à remonter les taux, bah, les entreprises ont commencé à faire faillite. Il y a eu il y a eu l'inflation qui a été causée par la dette, pardon, excusez-moi. Il y a eu l'inflation qui a été causée par la dette. Il y a eu ensuite il y a eu la remontée des taux pour lutter contre l'inflation. Et à ce moment-là, bah, le tissu a commencé à lâcher, mais petit à petit. Donc on voit 2000, 2022, 2023, 2024, on est déjà à 3 ans de crise, mine de rien. On est sur on a fait 3 années de crise et on enquille sur 2025. Mais c'est une crise quelque part entre guillemets soft landing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'événements emblématiques. Vous n'avez pas vu une montée importante et immédiate du chômage comme ça se passe souvent, hein. Je veux dire, comme ça se passe à chaque fois, hein. Je veux dire, il n'y a pas de mystère, hein. C'est ça la crise aussi, hein. Donc, je sais pas s'il y a d'ailleurs dans les créations d'entreprises, on voit d'ailleurs, hein, création d'entreprises, on voit des créations d'entreprises malgré tout pendant la crise. Donc, si vous voulez, les créations d'entreprises, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. C'est pas mal, mais ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. Par exemple, la crise de l'euro, c'est une crise dans laquelle on vit probablement maintenant, même si ça ne fait pas les titres des journaux. Eh bien, vous voyez, la crise de l'euro a quand même fait beaucoup plus de mal que la crise des subprimes en termes de création d'entreprises. De 2011 jusqu'à 2015, ça a été catastrophique pour la création d'entreprises. C'est pas à cause de décisions politiques, hein, c'est parce que les conditions étaient tellement mauvaises que qu'il n'y avait pas de... Enfin, il y avait un nombre minimum de création d'entreprises à ce moment-là. Et puis, c'est pas... On voit bien que c'est pas lié, par exemple, à un gouvernement, puisque à partir de 2011 jusqu'en 2012, mi-2012, c'était la droite. Ensuite, il y a eu les socialistes jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est... Voilà. Non, c'est lié au fait qu'il y avait la crise de l'euro, hein, qu'on se demandait si l'euro il allait survivre. Et et puis après, bon, on voit que ça commence à redécoller mine de rien en 2015, 2016, hein. Euh, donc on voit bien que c'est lié à la crise de l'euro. Et ce qu'on a actuellement en Europe, enfin ce qu'on a en France, pardon, excusez-moi, hein, parce que ça aussi c'est un sujet qui est important qu'il faut absolument rappeler. Donc ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que quand on voit l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne, ben, on voit que ça n'arrête pas de baisser pour l'Italie. L'Espagne, ça n'arrête pas de baisser pour l'Espagne. Et par contre, la France, ça n'arrête pas de monter pour la France. Donc c'est une vraie catastrophe, ça aussi. Donc si vous voulez, on est vraiment on est vraiment dans une extrêmement mauvaise situation, particulièrement en France. Donc si jamais il y avait comment dire, si jamais Trump prenait des mesures, disons, qui heurtent l'économie européenne, nous, Français, à l'intérieur de cette économie européenne, on est quand même dans une situation, on ne peut plus mauvaise, quoi. Je veux dire, clairement, là, c'est vraiment quelque chose de terrible, quoi. Donc ça, c'est le résultat, hein, des Mozart de la finance, je crois que là, quoi. Et de ceux qui votent pour eux, hein, bien entendu, hein, ça. C'est surtout, surtout ceux qui votent pour eux, en fait. C'est bon. Ah bah écoutez, je vous remercie. Bonne journée.